Chers fidèles, depuis quelques années, ma chaîne Twitch navigue entre littérature et jeux vidéo. Hybridité bienheureuse qui favorise non seulement l'expérimentation, mais également la réflexion sur ces deux médias, en particulier sous l'angle de leur interaction. Plusieurs de mes causeries ont déjà été consacrées aux Game Studies, expression qui désigne l'ensemble des approches théoriques et empiriques qui cherchent à comprendre le jeu, et notamment le jeu vidéo, comme un phénomène à la fois culturel, social et technique. Pour cette 19e causerie, nous échangerons autour de la notion de transmédialité, en interrogeant la manière dont le jeu vidéo adapte, mais aussi s'adapte à certaines œuvres littéraires. Pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir immense de recevoir Alexis Hasler. Mais difficile de présenter de manière synthétique un profil aussi miroitant que le vôtre, Alexis, puisque vous êtes à la fois chercheur en littérature comparée, avec pour objet d'étude doctorale les adaptations vidéoludiques des aventures de Sherlock Holmes, telles que nous les connaissons sous la plume de Sir Arthur Conan Doyle. Vous êtes également créateur de contenu, puisque vous animez l'excellente chaîne YouTube LitGV Littérature et Jeux vidéo, mais vous êtes également enseignant de lettres modernes, utilisant le jeu vidéo dans vos approches pédagogiques à destination de publics dont le français n'est pas la langue première. Bonsoir Alexis Hasler. Bonsoir. Comme d'habitude, je prêche les 3 sous-parties dans mes causeries. C'est un défaut de jeunesse, on va dire ça comme ça. J'ai donc choisi d'échanger avec vous sous 3 axes, on va dire, spécifiques. Premier axe, quand la passion devient objet d'étude. Deuxième axe, théoriser la transmédialité. Et troisième axe, journal d'une thèse, voire d'une post-thèse. Alors, comme d'habitude ici, nous échangeons d'abord sur la genèse. Et ma première question peut paraître quelque peu artificielle, mais je la pose à tous mes invités en reprenant cette heureuse phrase de Roland Barthes qui dit que toute théorie est biographique. Alors, l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier, la littérature ou les jeux vidéo ? C'est une bonne question. Dans mon cas, en fait, un peu les deux. Je dois avouer un peu de manière égale. Quand j'ai tout petit, j'ai toujours eu une appétence pour la littérature. J'ai toujours été amené dans la bibliothèque par ma mère. Donc le goût de la lecture a été là très tôt. Et celui des jeux vidéo aussi. Donc ça n'a jamais été pour moi un média avant l'autre. On va dire que les deux m'ont nourri mon imaginaire. Et finalement, très vite, je me suis mis à écrire sur le jeu vidéo de façon amateur, sur des sites amateurs ou semi-professionnels, on va dire. Et avec l'idée de faire des croisements autant que possible entre les deux médias, ce qui semble parfois incongru, de premier abord, on va dire, mais d'essayer de voir comment la littérature peut enrichir le jeu vidéo et inversement. Donc dans mon cas, les deux m'ont toujours animé, d'égale manière, on va dire. Ok. Et alors, quels sont les premiers jeux sur lesquels vous avez écrit ? Les premiers jeux sur lesquels j'ai écrit, je pense que ça a été... Alors, c'est un studio de développement qui n'existe plus, malheureusement. C'est un studio français qui s'appelait Keops Studio et qui faisait des point and click fin 90, début 2000 et qui avait décidé d'adapter plusieurs œuvres de Jules Verne, on va dire, en jeu vidéo, de la Terre à la Lune et aussi un jeu qui s'appelait Retour sur l'île mystérieuse. Il y a eu 2 titres d'ailleurs, Retour sur l'île mystérieuse 2, et qui adaptait plusieurs œuvres de Jules Verne, comme 20 milieux sous les mers ou l'île mystérieuse, etc. Donc je pense que j'ai dû commencer à écrire là-dessus, puis après sur plein d'autres choses. Ok. Et l'autre question qui suit évidemment celle-ci, c'est à partir de quand vous décidez de vous pencher, j'ai envie de dire, intellectuellement sur la question de l'adaptation vidéoludique des œuvres littéraires. Est-ce qu'il y a une œuvre ? Alors, est-ce que c'est, là toujours l'œuf ou la poule, est-ce que c'est plutôt une œuvre littéraire où vous vous dites, tiens, ça pourrait être pas mal si c'était adapté en jeu vidéo, ou l'inverse, est-ce que c'est un jeu vidéo qui sert de déclencheur ?
ma réflexion sur l'adaptation d'œuvres littéraires en jeux vidéo, c'est ça? Mm. En fait, je pense que moi, ma formation première, elle est littéraire parce que que ce soit au lycée, voilà, bac littéraire, donc fort intérêt pour la littérature française et pas que. Du coup, je pense que c'était une époque, en fait, on va dire fin 90, début 2000, où on parlait beaucoup des liens entre le cinéma et le jeu vidéo. Mm. Il y avait des personnes comme Alexis Blanchet, par exemple, qui est un chercheur que j'aime beaucoup, qui a travaillé là-dessus, justement sur les liens entre Hollywood et le jeu vidéo. Et je trouvais que ça fascinant, en fait, qu'on puisse mettre en relation, soit sur des questions sociologiques, économiques ou artistiques, esthétiques, deux médias comme ça qui avaient l'air totalement différents. Et je me disais, bah pourquoi pas littérature. C'est un peu dommage. C'est un, c'est un domaine vieux de plusieurs siècles et qui a des choses à dire dans le domaine du jeu vidéo. Donc, et c'est là, je pense, où j'ai découvert J'ai joué à des jeux comme, je parlais de Keop Studio, j'en reparle, mais c'est vrai qu'il y avait Jules Verne, il y avait aussi une adaptation de Dracula de Bram Stoker qui m'avait beaucoup plu. Était justement une adaptation, ça s'appelait Dracula 3, Path of the Dragon, et c'était un jeu qui adaptait Dracula, non pas le Dracula de Coppola, le Dracula cinématographique, mais le Dracula, pardon, de Bram Stoker, donc vraiment littéraire, avec les liens aussi entre ce personnage de Dracula et le personnage de Vlad Tepes, qui était l'empaleur dont Bram Stoker se serait inspiré pour créer son personnage. Bref, et je trouvais ça intéressant, le lien entre histoire, littérature, mythologie et jeux vidéo. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de creuser un peu ce domaine-là en me disant, il y a des choses à faire et à dire et à analyser entre le roman, entre autres, et le jeu vidéo. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous créez votre chaîne YouTube? Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une mine d'informations, c'est une chaîne que voilà, alors j'ai décortiqué toutes les vidéos qu'il y a sur votre chaîne YouTube, donc qui s'appelle LitGV, littérature et jeux vidéo. Et cette chaîne, elle regroupe donc plus de 50 vidéos dans de nombreux formats. Il y a des shorts, il y a des podcasts, il y a des vidéos qui sont un peu plus analytiques, hein, d'une vingtaine de minutes, et qui portent sur les liens entre littérature et jeux vidéo. Et quelle place cette chaîne YouTube, en fait, a-t-elle pris dans vos réflexions et ensuite dans vos recherches? Alors, je me rappelle plus, honnêtement, quand est-ce que ça a commencé, mais comme j'avais beaucoup écrit sur des sites et j'avais eu un site aussi que j'avais co-créé avec un ami qui avait pour angle d'approche justement l'analyse du jeu vidéo à travers les liens avec d'autres médiums comme le cinéma, la littérature, les arts graphiques, visuels. Du coup, c'était la suite logique à un moment donné. On avait fait aussi des petites vidéos à l'époque, à deux. Et voilà, j'ai eu envie de créer ma propre chaîne où je pouvais justement livrer mes réflexions. Et le premier jeu, c'était un jeu vidéo qui adaptait Kafka, Franz Kafka. Et donc, je me souviens que j'avais eu un retour critique de Sébastien Genevaux, qui est un chercheur émérite, on va dire, dans le domaine des Game Studies, et qui m'avait dit qu'il utilisait ça parfois dans ses cours et qui me félicitait. Donc là, je me suis dit, en fait, il faut continuer. Et c'est vrai que j'avais pas encore commencé la thèse à ce moment-là, mais évidemment, dans un coin de ma tête, il y avait l'objectif de poursuivre une thèse après avoir fait des vidéos analytiques comme ça. Donc aujourd'hui, la chaîne, elle m'aide aussi comment dire, à présenter mes réflexions de façon plus je veux dire, vulgarisé, un peu plus, plus accessible, parce que évidemment il y a des articles, il y a des colloques auxquels j'ai pu participer, mais ça reste un entre-soi de chercheur, même si après les articles sont mis en ligne. Mais l'idée
d'essayer de mettre tout ça. On a le même, hein. Je euh, sais ce que vous êtes en train de faire, on a exactement le même chat. Il y oui, a un truc avec le chat noir sur ces causeries, je vous dirai après, mais bon, allez-y. oui, oui. Vous pouvez le. Exactement, Ouais, ouais, non, non, mais exactement. vous pouvez le. Il n'y a pas de souci. Il fait Ok. des bêtises. Mhm. Euh, et du coup, voilà, c'était aujourd'hui, je continue cette chaîne pour justement continuer un peu à présenter mes thématiques, mes réflexions. Et puis voilà, il y a plein d'idées encore. Après, il faut du temps pour concrétiser tout ça, mais Mm. c'est vrai que euh, là récemment, il y avait eu 2 séries qui portaient sur les adaptations de mangas en jeux vidéo et des adaptations plus une exploration d'un genre vidéoludique, le jeu d'enquête, à travers différents jeux et des études de cas rapides pour montrer les formes ludonarratives que pouvait prendre le jeu d'enquête. Et ça, c'est voilà, ce genre de choses que j'aimerais poursuivre pour voilà, essayer de vulgariser sans trahir, on va dire, mes recherches et mes travaux. Oui, et puis vous le dites à un moment donné, hein, cette chaîne, elle vous sert aussi de journal de thèse ou de carnet de thèse, hein, c'est-à-dire Mhm. que, Ouais. comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des retours. Alors Sébastien Genevaux, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, hein. En effet, il y a l'Université de Lorraine, hein, qui est très active, Ouais. on va dire, dans les recherches sur les game studies, etc. Alors, j'ai Léo qui dit, j'ai pas noté sa chaîne YouTube, c'était quoi déjà? Alors, ça s'appelle LitGV, littérature et jeux vidéo. Et Mika dit oui, livre-jeu, livre dont vous êtes le héros. Alors c'est pas une question que j'avais préparée, mais Mika vient d'arriver, donc il pose la question. Enfin, il la pose pas, mais il voudrait la poser. Euh, Est-ce que l'ancêtre, quand on va parler d'interactivité, etc., est-ce que finalement l'ancêtre de l'adaptation, ou en tout cas de l'interactivité du lecteur, c'est pas ces fameux ouvrages publiés chez Gallimard et qui sont les livres dont vous êtes le héros et dont une certaine génération, dont je fais partie, a pu voilà, participer. Oui, oui, forcément, ça fait partie un peu des fondamentaux, on va dire, qui ont tenté d'amener Mm. des formules ludiques, on va dire, dans la littérature. Après, c'est vrai que on oublie, mais dans le jeu d'aventure, aujourd'hui, évidemment, on a des jeux qui sont très graphiques, très visuels, mais dans voilà, les premiers jeux vidéo d'aventure, années 70-80, c'est des jeux textuels. Donc finalement, on doit rentrer, saisir des commandes, des verbes d'action. Parfois, il n'y a même pas de visuel. Zork, c'est peut-être l'exemple le plus connu, où on a juste le texte descriptif, euh, pris par un narrateur, je ne me rappelle plus spécifiquement, et puis on décide des actions qu'on va faire. Donc finalement, il y avait déjà cette idée-là dans les premiers jeux d'aventure, et on a retrouvé oui, dans les années 80 avec les livres dont vous êtes le héros. Donc ça fait partie sûrement des influences, oui, les jeux, les livres dont vous choisissez telle ou telle scène avec une arborescence comme ça est extrêmement importante. Oui, très Puis, certainement. puis moi j'aimais bien parce qu'on disait alors, si vous les choisissez ça, allez à la page 50, si vous choisissez ça, Oui. allez à la page 70, enfin c'était chouette quand même. On passe tout de suite à la deuxième partie que j'ai appelée théoriser la transmédialité. Alors peut-être que on a besoin d'un moment de définitoire, mais que vous allez intégrer dans votre réponse à ma question suivante. Vous l'avez déjà évoqué dans un de vos podcasts, et puis rapidement, là, en parlant de Zorg, pourriez-vous nous rappeler les liens étroits et anciens qui existent entre littérature et jeux vidéo, pour ceux notamment qui peut-être estimeraient que ce sont deux genres qui n'ont rien à voir entre eux? Les liens littérature-jeux vidéo, oui, ils sont très anciens parce qu'il y a plusieurs collaborations. Il y a eu des collaborations des fois comment dire, de romanciers qui ont participé à l'écriture de jeux sur comment dire, les premiers PC, on va dire, les ancêtres un peu des PC. Donc il y a déjà eu des collaborations comme ça directes. Il y a eu forcément la littérature, c'est un réservoir à idées formidable parce que vous avez tout un tas d'univers, de personnages. Donc même si vous avez parfois des adaptations, des adaptations cinématographiques, forcément la base peut-être qu'elle était littéraire,
et elle a inspiré plein de jeux vidéo. Et surtout, petite parenthèse, on va dire que la littérature, souvent, c'est des personnages ou des univers qui sont libres de droit. Mm. Ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas vraiment, puisque finalement, si j'utilise, je crois que Sherlock Holmes est rentré d'ailleurs récemment intégralement dans le domaine public, Mm. ce qui veut dire qu'en fait tout le monde peut faire tout et n'importe quoi désormais avec, sans avoir de compte à rendre à un détenteur des droits. Aux ayants Donc droit. forcément, aux Mm, ayants droit, voilà. mm, mm. Donc oui, les liens sont multiples entre le réservoir à idées formidable que c'est, et puis évidemment quelques collaborations qu'il y a eu avec des auteurs de littérature dans le jeu vidéo. Oui, parce que vous évoquiez, je crois, dans un de vos podcasts, alors vous parliez de Zork tout à l'heure, qui date donc des années 1970. Il y a Colossal Key Adventure aussi, je crois, dans les années 1975. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, le recours aussi au texte comme mécanique principale de jeu. Hein, dans un de vos podcasts, vous citez Disco Elysium, par exemple, où en fait le texte occupe une place absolument considérable pour avancer en fait dans l'histoire, et puis finalement pour approfondir aussi l'étoffe, hein, j'ai envie de dire, des personnages, ou en tout cas leur caractérisation. Vous dites à la fin de ce même épisode de podcast que, alors là c'est une question un peu piège, hein, voilà, préparez-vous, quel est de genre littérature et jeux vidéo se nourrissent mutuellement? J'ai quand même l'impression que c'est le jeu vidéo qui se nourrit de la littérature, non? Alors oui, fatalement. Je pense que c'est logique vu l'historicité des deux médiums. Il y en a un qui est plus ancien que l'autre, donc forcément, le plus récent va chercher une forme de légitimité. Et quand on cherche une forme de légitimité, on va toujours, enfin, c'est un peu des tendances qu'on voit dans les médiums qui émergent, à aller chercher des idées, des formes de narration, des esthétiques ailleurs. Le cinéma, par exemple, c'est vrai qu'au tout début du cinéma, il y a beaucoup de premiers films, c'est quand même du théâtre filmé. Dans le cadrage, dans la manière de penser, on va dire, la narration visuelle. Donc, et puis après, ça s'est émancipé, le montage, etc. Le jeu vidéo, je pense que c'est pareil. C'est sûr qu'il s'est beaucoup plus nourri, en tout cas au début, de la littérature que l'inverse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe le phénomène des novélisations, par exemple, les livres qui sont faits à partir de jeux vidéo, ou quand on a une pensée un peu transmédia, on va dire, d'un univers de fiction qui est peut-être originellement jeu vidéo, mais qui va donner lieu à des bandes dessinées, à peut-être voilà, de la littérature, ou en tout cas des sites où où le texte est important pour enrichir une espèce de lore comme ça, une espèce de folklore imaginé. On peut se dire qu'aujourd'hui, voilà, la littérature essaye aussi un peu de s'inspirer du jeu vidéo, mais c'est des questions de phase, je pense. Mais après, objectivement, possiblement que le jeu vidéo s'est plus inspiré que de la l'inverse. littérature, ouais, très bien. Ouais. On n'a pas défini la notion de transmédialité, parce que je l'ai présenté comme ça, comme un titre évident de ma deuxième partie. Est-ce que peut-être, pour nos viewers qui sont ici, vous pourriez rapidement revenir sur la notion de transmédialité? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors transmédialité, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs acceptions possibles. C'est vrai qu'à l'origine, ce qui a été popularisé, c'est ce qu'on appelle le transmedia storytelling. C'est Henry Jenkins qui a développé ça. L'idée, et même avant lui, il y a Mark Schackinder, voilà, il y a des chercheurs américains des années 80-90, on va dire. Et l'idée, c'était de dire que un univers de fiction, avec justement un peu l'idée du développement d'Hollywood, du développement des grandes licences, on va dire, la fiction n'était plus pensée que dans le cadre strict du film, mais que ça allait se développer avec l'univers du jouet, du jeu, pour justement permettre le déploiement, par exemple, d'un univers de fiction. Star Wars l'a fait énormément, Matrix à son époque, etc., etc. Donc ça, c'est une acception possible de la transmédialité. Moi, mon objet d'étude n'était pas tout à fait celui-là.
c'est plus donc les deux chercheuses qui s'appellent Klastrup et Tosca, qui ont travaillé sur ce qu'elles appellent le Transmedia World. Et l'idée, là, c'est plus de voir comment comment va migrer, qu'est-ce qui va migrer d'un univers, par exemple, peut-être originellement littéraire vers des jeux vidéo, quels éléments on va observer finalement, et qui va nous faire dire, ah bah tiens, ça c'est une adaptation de telle ou telle œuvre littéraire. Donc là, il y a cette idée de la worldness, c'est-à-dire la consistency. On essaye de voir qu'est-ce qui nous fait rappeler l'univers premier, entre guillemets. Et moi, c'est plus ça qui m'a intéressé, d'où l'étude de Sherlock Holmes, entre un corpus strictement littéraire, les nouvelles et romans de Conan Doyle, et la dizaine de jeux, on va dire, vidéo que j'ai étudié de Sherlock Holmes. Merci pour cette réponse. Alors en fait, il se passe toujours des choses absolument incroyables sur Twitch. On vient d'avoir un raid de OMG avec 35 personnes qui arrivent d'un seul coup sur ce stream. Merci OMG, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Et bah oui, nous allons bien et nous discutons d'un sujet que nous aimons beaucoup ici, à savoir les relations entre littérature et jeux vidéo. Merci pour le raid OMG, ça fait toujours très plaisir et en effet, ça fait très longtemps. Comme tu le vois, je maintiens ces causeries littéraires avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. Tu me dis, on arrive à peu près au début en plus. Oui, tout à fait. Ça fait un petit quart d'heure que nous avons commencé. Merci pour le raid et merci déjà pour les follow. Je vous présente et représente rapidement Alexis Hassler, qui est chercheur en littérature comparée, spécialisé donc dans la relation entre littérature et jeux vidéo. Sa chaîne YouTube s'appelle LitGV, littérature et jeux vidéo. Et nous parlons ce soir de manière générique de l'adaptation des œuvres littéraires en, on va dire, jeux vidéo, ou des adaptations plutôt vidéoludiques des œuvres littéraires. Et on en vient, là on cause un petit peu théorie sur la manière dont on peut en effet adapter une œuvre et la transformer entre guillemets en jeu vidéo. Et puis on va parler juste après plus précisément de son sujet de recherche qui concerne donc les adaptations les adaptations vidéoludiques des œuvres de Sherlock Holmes. Voilà, donc merci pour le raid, merci d'être là. Nous continuons notre discussion. Désolé Alexis, ça fait partie des aléas du direct, mais bon, c'est un super aléa. Merci encore au Hamgi de penser à moi pour ce petit raid. Alors, donc on parlait de transmédialité, et la transmédialité, pour résumer, c'est la manière dont on peut en fait développer sur plusieurs médias un univers. Est-ce que c'est trop vulgarisé comme définition, ou est-ce que ça peut aller ce qui nous permettrait, alors là je reprends parce que j'ai pris des notes, je suis très scolaire donc j'ai pris des notes évidemment en fonction des vidéos que vous avez produites, et ce que j'aime beaucoup dans l'idée de transmédialité, c'est que pour que ce soit réussi entre guillemets, c'est-à-dire que pour que cet univers, on va dire littéraire, colle entre guillemets à plusieurs médias, et notamment le médium jeu vidéo, il faut, dites-vous, qu'il y ait en fait 3 principes essentiels. Le premier, c'est le mythos, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un lien profond, étroit et maintenu, si j'ose dire, entre les personnages. Le topos, c'est-à-dire une cohérence, une harmonie entre, une fois encore, le lien entre... Il y a beaucoup de follow, alors j'arrive pas à parler, merci pour les follow. Donc le mythos, la relation entre les personnages. Topos, c'est-à-dire la continuité en quelque sorte spatio-temporelle. Et puis ensuite l'éthos, le système de croyance, c'est ça, entre la manière dont... toujours pareil, dans cette logique de continuité ou cette logique de cohérence qui va permettre à la transmédialité de s'installer et de créer un environnement cohérent, et surtout, j'ai envie de dire, qui ne perturbe pas finalement à la fois le lecteur et le joueur. C'est ça, je me trompe pas? Peut-être que je m'exprime mal. Ok, bon. Non, c'est parfait. Ok, bon, merci. Et je me permets juste de rajouter... Oui. En fait, ça, c'était le triptyque, on va dire, des chercheuses Klastrup et Tosca, en effet. Comme vous dites, le mythos, les personnages, l'éthos, le système de valeurs, et topos. Mais Isabelle Perrier, qui est une autre chercheuse, avait rajouté le tropos, qui est en fait, en gros, le type d'intrigue, on va dire, qu'on va avoir.
Par exemple, dans Sherlock Holmes, on aura principalement des histoires soit de vol, soit de disparition, qui rejoignent un genre précis qui est le roman policier. Voilà. Et ce qui peut, alors c'est une question que j'avais pas envisagée, mais finalement vu qu'on en parle et que bah, j'y pense, euh, on dit souvent que traduire, c'est trahir. De fait, est-ce que l'adaptation littéraire, parce que là, on est en train d'évoquer ce qui fait finalement une bonne adaptation vidéoludique, c'est-à-dire le fait de conserver, j'ai envie de dire, ces trois aspects, mythos, topos et ethos, et on est en train finalement de présenter les choses comme bah voilà, trois termes qui pourraient expliquer ou qui pourraient justifier ou qui pourraient être trois termes évaluatifs ou trois critères évaluatifs. Je vais y arriver, je suis perturbée par le raid là. Trois critères évaluatifs pour justifier d'une bonne adaptation littéraire. Ce qui donc amène cette question sur est-ce que quand même adapter c'est trahir, est-ce que traduire ou est-ce que on est dans une logique de... Voilà, Caton l'aubergiste est très content qu'on utilise des termes grecs. Alors là, je vais parler du transfugein, hein, d'accord. Je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que cette idée de passation, de glissement, enfin voilà, n'est pas aussi une forme, hein, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une forme de trahison, comme, alors on parlait de cinéma tout à l'heure, parfois on aime beaucoup une œuvre littéraire, on va au cinéma, et puis on déteste l'adaptation parce que le personnage on l'avait pas vu comme ça, parce qu'il manque tel ou tel épisode, parce que le lore dont on parlait tout à l'heure n'est pas bien restitué, ou beaucoup trop, ou pas assez. Est-ce que dans toute adaptation il y a forcément une trahison ? Ah, forcément. Et vous n'hésitez pas du tout dans cette réponse. Donc ça veut dire que peut-être en ayant travaillé sur les adaptations des œuvres de Conan Doyle, il y a quand même des... Alors, dites-nous tout. Oui, non, parce que de toute façon, une adaptation, le problème, c'est comment on conçoit l'adaptation. Si on la conçoit comme, on va dire, quelque chose qui devrait être identique à l'œuvre première, autant ne rien faire. Parce que finalement, on va être dans la répétition, la redite, la redondance, et ça n'a absolument aucune forme d'intérêt. Le fait qu'on adapte quelque chose, déjà, c'est qu'on va être confronté, comme vous parliez tout à l'heure, le personnage, on l'avait pas vu comme ça au cinéma. Bah, c'est ça, en fait, l'adaptation, c'est qu'on va se confronter à quelqu'un qui a eu une autre lecture que nous de la même œuvre. Et c'est ça qui est perturbant, et en même temps, enfin, perturbant si on est un petit peu psychorigide, excitant si on est un peu plus ouvert. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça amène des discussions, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, oui, forcément, il y a une forme de... En fait, l'adaptation, c'est refaire le même, mais différemment, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va devoir refaire la même chose, mais avec un pas de côté, pour éviter la redite. Donc c'est une espèce d'exercice d'équilibriste qui sait refaire, par exemple, coller scène à scène, avoir la même chronologie. Bah, là, on perd le sel en fait de l'adaptation. Une adaptation, elle se fait déjà dans un médium précis. Quand vous faites un film, ça doit tenir en 1h30, avec une narration visuelle, avec le principe du montage. Quand vous faites un jeu vidéo, vous incluez quelqu'un qui est le joueur, avec qui vous allez laisser, le développeur va laisser une partie de la fonction du narrateur, du méga narrateur, etc. Donc chaque médium a ses spécificités, ce qui fait que de toute façon ça sera une trahison entre guillemets, mais qui peut être bien heureuse. Hein. Alors c'est ma question suivante. Alors c'est bien, à un moment donné dans une de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, vous évoquez le fait qu'adapter la littérature en jeu vidéo, c'est une question de choix. Est-ce à dire que finalement toute adaptation vidéoludique d'une œuvre littéraire est une pure interprétation littéraire ? Je peux redire. Est-ce que en fait toute adaptation vidéoludique d'une œuvre littéraire est une pure interprétation littéraire ? C'est une manière de montrer qu'on a interprété l'œuvre en fait. Ah oui, totalement. En fait, il y a...
comment dire, il y a c'est livrer sa propre lecture, de l'œuvre Mmh. et on peut le faire de différentes manières. Moi, j'ai eu la chance aussi dans ma thèse d'interviewer enfin, de faire des entretiens de recherche avec, des narrative designers, des game développeurs qui ont également adapté des, œuvres littéraires. Denis Galanin qui a Mmh. adapté Franz Kafka en jeu Kafka. vidéo Mmh. et j'ai oublié son nom. Un autre qui a adapté, une nouvelle de Lovecraft. Et les deux avaient des motivations très différentes. Les deux ont mis en place des game design très différents. C'est pas le même auteur non plus, mais en tous les cas, évidemment, ils ont livré une interprétation très singulière. Donc oui, il y a une forme d'interprétation de l'artiste. Est-ce que d'abord on interprète une œuvre de l'artiste, par exemple la Métamorphose de Kafka, ou est-ce qu'on va essayer de restituer l'univers de l'artiste, son style, ses thématiques? Il y a énormément de choses qu'on peut en effet interpréter et restituer. Donc oui, il y a une forme d'interprétation Ok. littéraire. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, la narration dans les jeux vidéo est tout à fait particulière puisqu'il ne s'agit plus de raconter une histoire mais de la faire vivre. J'aime Oui. beaucoup, là aussi, dans une vidéo que vous proposez sur votre chaîne YouTube, l'analyse de Linda Hutkeon dans A Theory of Adaptation, quand elle présente en fait ces trois modes de narration en quelque sorte. Le premier étant le telling, le raconter, le deuxième étant le showing, c'est-à-dire le montrer par le biais ou du théâtre ou du cinéma. Et le troisième, alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est pas seulement parce que ça parle de jeux vidéo, mais c'est l'interactive en fait, l'interactive way, enfin je sais pas, la manière Oui. dont on peut interagir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas seulement le jeu vidéo, mais il y a aussi le parc d'attractions. Oui. Je fais un petit excursus là, mais je trouve ça absolument incroyable parce que c'est vrai, en fait, il s'agit d'une immersion, c'est-à-dire de rendre un univers vivable, je ne sais pas comment dire ça, dynamique en tout cas pour un joueur ou pour une personne qui est fascinée par un univers en particulier. Et c'est là qu'elle parle et que vous parlez d'hétérocosme. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur cet aspect-là, cette notion d'hétérocosme? Oui, c'est pour revenir en fait, oui, c'est l'idée en effet, c'est qu'il y a différentes dans son ouvrage, elle parle des différentes théories de l'adaptation et c'est vrai que on connaît les deux premières, la dernière, le interacting est peut-être un peu moins connue, mais c'est l'idée pour moi de comment dire, d'inclure une personne qui va interagir avec votre univers. Évidemment, donc il y a une forme de mouvement, il y a une forme de en tout cas de input, on va dire. Elle va avoir un impact sur votre œuvre. Et comment on va gérer cette personne qu'on peut plus ou moins contrôler, on va dire. Donc évidemment, le parc d'attractions fait beaucoup ça. Olivier Caïra, qui est un autre chercheur que j'aime beaucoup, a écrit un article justement là-dessus, où il parlait justement il comparait beaucoup le game design d'un jeu vidéo à celui d'un parc d'attractions, parce qu'il y a aussi cette idée-là, dans une attraction, vous rentrez, il y a un univers qui arrive par le visuel, par le sonore également, et puis il y a tout un parcours qui est pensé. On sait que vous allez passer par là, on va peut-être amener le petit train, on va dire, à s'orienter de telle manière que vous allez voir tel détail, ou vous pouvez même être récompensé si vous tournez la tête de l'autre côté, vous allez voir un autre détail. Donc là, il y a une forme d'interaction. On va gérer, mais finalement, un jeu vidéo, oui, ça c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un parcours idéal qui est pensé, en fonction de ce qu'on appelle un joueur modèle, comme dit Sébastien Genevaux. On anticipe un peu ce qu'il va faire, et puis évidemment, l'idée n'est pas de le cadenasser, donc il va pouvoir aussi faire d'autres choses qui vont enrichir son expérience personnelle, mais c'est ça un peu l'hétérocosme, et cette idée de part d'attraction, c'est-à-dire dans une œuvre de fiction, en fait dans ce que Jenkins appelle une narrative architecture, c'est-à-dire une forme de... La narration passe par la spatialité. Et du coup, le jeu vidéo, c'est ça, qu'on va créer un level design où on imagine une narration par rapport
à une circulation d'une personne, le joueur, dans un univers. Donc il faut penser l'espace, non pas comme un espace transitoire, mais comme un espace qui est habité, entre guillemets, par un univers de fiction et qui doit nous restituer des éléments de l'histoire, du lore, des objectifs, etc. Mm, mm. On arrive bientôt à l'échange sur votre sujet de thèse en particulier. Ma dernière question pour cette deuxième partie est la suivante. Mhm. Vous affirmez que c'est plutôt la paralittérature qui est à la faveur des développeurs, soit l'adaptation de genres populaires comme le roman policier. Est-ce que vous avez une explication à ça? Ou est-ce qu'il est finalement plus facile d'adapter des genres très codifiés comme le roman policier parce que c'est, je mets des guillemets, naturellement codifié et naturellement divertissant? Alors oui, ça fait partie des interrogations que j'ai aussi, même si j'ai quelques éléments de réponse, je pense. Mais d'aller chercher justement dans une exploration future, post-thèse des jeux vidéo qui adaptent la littérature, voir finalement quelle littérature est le plus adaptée. Mm. De ce que je vois par rapport à mes recherches et ma veille, on va dire, c'est quand même principalement comme vous dites, la paralittérature. Donc soit le roman policier, soit la mythologie, énormément de jeux qui adaptent la mythologie, voire les contes, on va dire, ou bien sûr la science-fiction. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Peut-être déjà il y a une forme de familiarité. Les développeurs sont peut-être plus familiers avec cette littérature dite de genre aussi, parce qu'on dit paralittérature, littérature de genre. Voilà, peut-être qu'ils connaissent plus Lovecraft que Marcel Proust, par exemple. Il n'y a pas de mépris là-dedans, hein, c'est simplement une culture qui s'est faite comme ça. Une appétence plus pour ces genres-là, qui ont un univers souvent très, très fort, très codifié aussi, donc on reconnaît très vite, et puis qui ont bénéficié d'énormément d'adaptations au cinéma et en série, ce qui a peut-être aussi aidé. Et puis en effet, des fois, au sein du genre même qu'on adapte, il y a quelque chose d'intrinsèquement ludique. Le roman policier, par exemple, c'est un genre qui est extrêmement lié à l'herméneutique, c'est-à-dire au signe, à la trace. C'est-à-dire que l'idée du roman policier, c'est que finalement, il y a un récit qui est absent, ce qui s'est passé, et on doit reconstituer ce qui s'est passé, un meurtre, un enlèvement, que sais-je, par rapport aux traces qui ont été laissées. Donc ça peut être une trace de pas dans Sherlock Holmes, ça peut être un code à décoder. Donc voilà, il y a quelque chose forcément qui amène à une logique un peu de puzzle, de réflexion comme ça, et de remonter la trace comme un fin limier. Et forcément, cette structure-là à rebours du roman policier, et c'est de retrouver la personne qui a fait ça. On a donc le passé, c'est quelque chose d'extrêmement ludique. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on retrouve ça dans le jeu vidéo, plus facilement que Marguerite Duras, par exemple. Alors Duras, ok, mais alors Proust, du coup, ça pourrait faire quand même un truc de taré. Hein. Enfin, je suis désolée, mais là, je suis en train d'y penser. Ah oui, je suis d'accord. Reconstruction temporelle, là, de Guermantes jusqu'au temps retrouvé. Enfin, il y aurait quand même un sacré truc à faire en termes de construction, mais je ne m'y attellerai pas. Je pense, une petite parenthèse, hein, je pense aussi que il faut jamais oublier que le jeu vidéo, c'est une industrie culturelle. Et du coup, entre ce que veulent faire les développeurs et ce qu'ils peuvent faire, pareil, je me rapporte à quelques entretiens que j'ai eus avec des narrative designers. Il y avait un narrative designer qui a travaillé chez Dontnod et que j'ai beaucoup apprécié. Et une des questions que j'avais justement en fin d'entretien, c'est finalement, si vous aviez l'opportunité, quel livre aimeriez-vous adapter en jeu vidéo? Et les réponses sont pas du tout un énième livre de Lovecraft, etc., ou Tolkien. Donc il y a ce qu'ils veulent faire, et puis après ce qui est possible de faire, puisque forcément il y a un budget, il y a comment dire, des producteurs qui vont évaluer le risque d'une adaptation. Et je pense que c'est peut-être moins risqué de faire un énième Tolkien ou Lovecraft que d'aller chercher en effet
Proust et Guermantes. Une Moi, ça me plairait, mais recherche. je suis Ah pas sûr ouais, que non, mais ça, non, mais là, pas sûr que maintenant ça que vous plaise à tout l'avez le dit, monde. ça, je suis en train de réfléchir à la chose, c'est foutu. Et de fait, les réponses, vous pouvez liker un petit peu là, les réponses qui sont données, si en effet, alors l'industrie culturelle, ça, c'est une certitude. On a eu déjà ici, voilà, comme je l'avais dit, des narrative designers. On a eu Hélène Sellier, notamment, Mhm. qui avait parlé du travail qu'elle faisait, notamment pour construire euh, les visual novels, hein, c'est ça, Oui, et les Otome Games, dont on c'est parlera ça. un petit peu tout à l'heure. Mais quelles sont les réponses qu'ils font? Alors, si vous dites que c'est pas Lovecraft et c'est pas et c'est pas du policier, est-ce que vous vous souvenez un peu des réponses qui ont été produites, si c'est si surprenant que ça? Alors on sait Ah, très bien que Caton l'aubergiste là qui est en lurk sur ce stream, lui c'est l'adaptation de Maupassant, ça on le sait. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y Il a une aurait petite d'autres? passion pour Maupassant. Une Ouais. petite passion pour Maupassant, oui, ça c'est une certitude. Mais voilà, est-ce qu'il y a des voilà dans les réponses surprises ou dans les voilà, vous parlez de réponses un peu surprenantes, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Vous vous souvenez? Non? Non, je me rappelle Ok, plus. bon, d'accord. Alors c'est Je me pas grave. rappelle plus, Ok. mais Mm. c'était même si c'était par exemple. Et c'était plus classique pour le coup. Est-ce que c'est plus classique? C'est C'était ça. pas forcément classique au sens littérature Mm, réaliste, naturaliste, pas forcément. mm, Mais il y en a un qui était qui est un narrative designer d'origine ukrainienne, qui a travaillé chez Frogwares. Et lui, je crois qu'il m'avait parlé plus de poésie. Vous mm. voyez, on n'est pas du tout Génial. Mm, dans le roman. mm. Et l'autre personne de Dontnod, c'était un roman de science-fiction, je ne me rappelle plus, mais c'était pas du tout, c'était plus de l'anticipation avec, j'ai oublié le titre, mais c'est, peut-être vous m'aiderez à retrouver, une dame qui se retrouve en fait sous une sorte de dôme, une bulle comme ça, en verre, et donc elle va vivre avec ce qu'elle a à l'intérieur de ce dôme. Donc c'est pas du tout un space opéra à la Star Wars, Mm. mais c'est une sorte de, oui, d'anticipation, presque psychologique, on va dire. Donc c'est de la SF, mais Ok. un peu à part. Ok. Allez, nous passons à la troisième partie de cet échange. Alors, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure enfin, c'est la continuité de ma première question. Cette fois-ci, mon interrogation porte sur le choix du sujet. Quels sont votre sujet de thèse, hein, j'entends? Quelles sont les grandes étapes du cheminement vers votre sujet de thèse? C'est-à-dire comment on en arrive à 1, choisir le roman policier, 2, à choisir Conan Doyle, et 3, à s'inscrire en littérature comparée. Le cheminement, il est multiple. D'abord, moi, la thèse, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire, qui est resté dans un coin de ma tête pendant longtemps. Et puis on se dit, je sais pas, c'est compliqué, c'est long, ça va prendre du temps, est-ce que j'ai les capacités pour le faire, etc. Plein de questions. Et je sais que quand j'ai fait mes 2 mémoires de lettres modernes, à la fin, mon directeur de mémoire a dit, bon, la thèse, c'est quand? Pour lui, c'était la suite logique, quoi. Mais moi, j'étais pas dans cette logique à l'époque. Moi, c'était plus, je veux travailler. Donc, je voulais pas faire la thèse tout de suite. Et donc, quelques années plus tard, j'ai commencé, voilà, par rapport aux écritures que j'évoquais, par rapport à la chaîne YouTube que j'ai faite également, je me disais, ben voilà, peut-être qu'il faudrait aller vers la thèse et la faire vraiment à un moment donné. Et j'ai commencé d'ailleurs à participer à des colloques et à écrire des articles au tout début. J'étais pas encore inscrit en thèse, mais c'était un peu juste avant. Je me disais, il faudrait le faire. Et mon idée, c'était comme ma chaîne parlait des adaptations d'œuvres littéraires en jeux vidéo, je me disais, il faut que je continue là-dessus. J'ai fait Jules Verne en mémoire de M1, Lettres modernes. Il faut que je poursuive là-dessus, mais sur une œuvre qui soit plus ample, pour justement essayer de comprendre les mécaniques ludonarratives plus spécifiquement, et puis aussi un genre plus largement, parce que mon mémoire, c'était voilà, 3 ou 4 romans de Jules Verne et 2 jeux vidéo, donc c'était un petit corpus. Et en cherchant, forcément, j'ai trouvé
J'avais déjà cette idée-là de Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes, c'est quand même une œuvre, c'est quand même une œuvre importante, c'est une Consacré, somme. ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de, donc, première homogénéité, voilà, traiter le roman policier à travers l'ensemble du canon Conan Doyle et Sherlock Holmes. Et la chance, c'est qu'il y a un studio de développement qui s'appelle Frogwares qui fait la série Sherlock Holmes depuis 20 ans. Donc, commencé en 2002, il me semble. Et le dernier en date, c'était 2023, donc un peu plus de 20 ans. Et là, je me disais, c'est parfait. On a deux éléments, un corpus littéraire et un corpus vidéoludique, à mettre en regard par rapport à cette thématique-là. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un corpus de 4 romans, 56 nouvelles et 14 jeux vidéo. C'est ça ? Exact, c'est ça. Et alors, on commence par quoi ? Alors, Wowit a mis un message sur le chat que je ne comprends pas, alors je veux bien que tu expliques. Tu te parles du mur invisible de Marlon Haushofer, que je ne connais absolument pas. Ah oui, c'est ça, je crois que c'est ça, très exactement. Bien, très bien, super. C'est le roman de science-fiction dont le narrative designer super. M'a parlé. Génial. Merci beaucoup pour cette référence. Je dis toujours que j'ai un chat tout à fait... surprenant, bravo. Inattendu et cultivé. Voilà, merci beaucoup pour cette référence auquel le mur invisible de Marlon Haushofer. Je ne connaissais pas du tout. Et ça date de quand, ça ? C'est un texte récent, c'est de la littérature contemporaine ou pas forcément ? Bon, on va rechercher, mais ça nous intéresse. Pense, ouais. Merci beaucoup pour la référence. C'est super cool de l'avoir mis sur le jeu. 1963. Ah non, c'est pas si récent que ça. Ok, très bien. Autre question, mais là c'est de chercheur à chercheur. Est-ce que vous avez eu du mal avec un sujet comme ça à trouver un directeur de thèse ? Est-ce que c'est un... Voilà, non mais c'est bien comme... Enfin, j'allais dire que c'est bien comme question, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai posé, mais est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent plus rebuter ? Est-ce qu'un sujet justement où on va faire intervenir un objet d'étude, ou en tout cas un médium un peu plus contemporain, un peu plus... je ne sais pas, voilà, qui est sujet peut-être à des... Vous voyez des a priori, etc. Peut-être vous auriez pu avoir des difficultés pour trouver un directeur de thèse, mais donc ça n'a pas été le cas, non ? Non, parce que en fait, avant de m'inscrire en thèse et de chercher un directeur de thèse, j'avais déjà participé à quelques colloques en tant que chercheur indépendant, et j'avais vu qu'il y avait les comités de lecture et ceux qui organisaient les colloques étaient assez réceptifs à des propositions vidéoludiques et qui mettaient en lien la littérature et le jeu vidéo, donc de littérature comparée. Donc je me disais, finalement, alors évidemment il y a des personnes qui sont un peu, à l'ancienne. Donc, oui, réticentes. Voilà, un peu réticentes, mais globalement il y a quand même une sorte d'intérêt, de curiosité par rapport à ça, puisque c'est aussi une manière de réactualiser la littérature, je pense, pour eux. Et oui, j'ai dû envoyer quelques mails pour chercher des directeurs, mais j'ai assez rapidement trouvé Marc Marty, qui est donc à l'université de Nice et avec qui on a conduit cette thèse. Donc non, ça n'a pas été trop difficile. Bon, tant mieux. J'ai eu l'impression, en visionnant l'ensemble de vos vidéos sur YouTube, que la recherche sur les jeux vidéo est une recherche principalement anglophone. 1, est-ce que je me trompe ? Et 2, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui peut expliquer, alors on y revient, cette réticence à théoriser le vidéoludique en France ? Est-ce à dire que nous ne sommes pas une terre de jeux vidéo ? Pas une terre de jeux vidéo. Oui et non, Elles sont dures mes questions. Hein. Je suis désolée, oui. C'est une présoutenance, Alexis, hein, c'est comme ça. Non, mais non, mais c'est une vraie question parce que, bon, c'est une des raisons pour lesquelles je fais un petit excursus là aussi. Je trouve que votre chaîne YouTube, elle est vraiment d'excellente qualité. C'est pas seulement parce qu'on est dans la vulgarisation, mais c'est qu'aussi, évidemment, chaque affirmation s'ancre dans un noyau théorique, si vous voulez. Et donc moi, j'ai noté tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire tout
tout ce que vous évoquez sur... Alors j'ai pris des notes, on parlait de Linda Hutkeon tout à l'heure. Il y a, je l'ai noté... j'ai toutes mes notes. Dominique Arsenault, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a aussi Jess Shell, je me trompe pas non plus. Enfin Ouais. voilà. Oh, c'est fabuleux d'ailleurs cette idée de tétrale. Là, je vais pas préparer de questions sur la tétrale, mais du coup vous fabriquerez la prochaine question pour en parler. Mais j'ai quand même l'impression, en regardant vos vidéos, que la recherche est principalement anglophone. Alors, est-ce que c'est un effet de circonstance et qui fait que c'est votre objet d'étude, le fait de travailler sur Conan Doyle, le fait de travailler sur le game design, le fait de travailler pas principalement sur la narratologie, enfin, je sais pas, sur le narrative design, qui fait que les chercheurs sont principalement anglophones, alors ou est-ce que, enfin voilà, je vais pas reposer ma question, mais bon, est-ce que j'ai je me compris. trompe? Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. En fait, je pense qu'il y a sûrement plusieurs raisons à ça, mais c'est vrai que peut-être que du côté anglo-saxon, on a peut-être un peu moins de complexe à aller chercher des nouveaux médiums et à en parler de manière, je veux dire, intelligente. Peut-être qu'en France, il y a aussi ce poids parfois de la culture du livre, des arts légitimes, des arts non légitimes. Mineur, ouais, littérature majeure, voilà. Littérature mineure, ouais, tout à fait. C'est ça. Il y a ce côté-là. C'est vrai que je crois d'ailleurs que Conan Doyle est rentré dans la Pléiade assez récemment. Bon, c'est un peu étonnant, mais c'est un peu des signes comme ça pour montrer qu'on est peut-être un peu plus réticent à aborder ces sujets-là, etc. Donc forcément, et puis il y a aussi forcément aux États-Unis, le phénomène de la transmédialité, il est né là-bas. Donc les chercheurs ont pu s'y intéresser puisqu'ils étaient sous leurs yeux, entre guillemets. Marsha Kinder, Henry Jenkins, etc. Donc oui, c'est peut-être logique qu'il y ait plus quantitativement de chercheurs anglophones. Mais je trouve que ces dernières années, on a eu énormément de très bons chercheurs français, ou francophones en tout cas, qui se sont penchés là-dessus. On parlait de Sébastien Genevaux, on a aussi des Canadiens ou Québécois comme Dominique Arsenault, et comment dire, des gens aussi comme Barnabé, qui est et puis l'université, enfin Liège également. Ouais, le game Lab de Liège. Ouais, tout à fait. Pas Ouais. facile à dire. Et ben juste le game Liège Lab. J'ai reçu justement c'était déjà il y a plus d'un an, Sacha Bernard qui fait sa thèse là-bas. Et qui travaille sur le speedrun et enfin voilà, c'était absolument incroyable cet échange. On fait de belles choses maintenant. Mais en effet, alors je vais pas me lever parce que souvent c'est ma grande passion là, quand je fais des causeries, je me lève, je vais chercher des bouquins dans la bibliothèque, je reviens. Mais l'université de Lorraine, justement sous la direction de Sébastien Genevaux, a fait toute une théorie des jeux vidéo qui a une grosse somme que je trouve d'excellente qualité et qui prouve en effet que ça commence entre guillemets à leur démocratiser ou en tout cas à intéresser un certain nombre de laboratoires de recherche. Là aussi, je me permets un excursus pour tout ce qui est de l'ordre de la recherche et création, c'est pareil. Moi, je me souviens d'avoir fait des colloques au Canada où la recherche et création était vraiment quelque chose de tout à fait normal. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il y a beaucoup de thèses qui étaient sous cet angle-là. Là, on fait l'apologie en ce moment d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle, je ne sais plus comment, d'Adèle Yon. Et tout le monde dit mais c'est absolument incroyable, etc. Et en fait, elle a cet avantage ce texte est la résultante en fait d'une thèse en recherche et création. Et là, on commence à découvrir qu'en fait, on peut produire du texte et de la théorie à partir de ça, et que finalement, ça produit des choses pas trop mal. Alors, dans la mesure où on ne demande jamais à un thésard où il en est de sa thèse, et ceci même si la date de soutenance est désormais fixée, vous nous la donnerez tout à l'heure, je vais formuler ma question de manière plus émotionnellement correcte. Depuis 2022, soit depuis le début de votre travail doctoral, quelles sont, si j'ose dire, vos trouvailles et vos grandes découvertes? Quels sont les résultats dont vous êtes le plus fier?
Je rappellerai votre problématique de thèse, je vous cite, comment les jeux vidéo peuvent-ils adapter les romans de genre par essence très codifiés, comme les récits policiers de Conan Doyle, tout en offrant aux joueurs un statut dynamique et moteur dans le déroulement du processus narratif. Quelles sont les grandes découvertes et les grands éléments de réponse à cette très grande question ? Les éléments, on va dire c'était les grandes découvertes, c'était surtout de réussir à analyser comment dire, une série littéraire longue entre guillemets. Parce qu'il y a eu des articles qui ont en effet étudié telle œuvre, mais il n'y avait pas, à ma connaissance, de thèse qui s'intéressait à vraiment une adaptation qui déjà adapte une œuvre littéraire longue et surtout sur 20 ans. C'est-à-dire 20 ans dans l'industrie vidéoludique, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'évolution aussi de game design, etc. Donc moi, c'était je suis fier d'avoir pu étudier ça et d'articuler de façon systématique la question des mécaniques vidéoludiques et du sens, on va dire, narratif qu'on pourrait donner à tout ça. Donc comment l'un alimente l'autre, etc., de façon un peu systématique, en reprenant, comme vous évoquiez, le topos, l'éthos, le mythos, le tropos. Et en fait, c'est surtout ça, de faire articuler ces 4 éléments qui définissent, on va dire, un univers de fiction. Il puisse aller du côté du cinéma, du jeu vidéo, du livre, avec des éléments de game design. C'était mettre en rapport ça. C'est comment, par exemple, le mythos, il va se traduire vidéoludiquement parlant. C'est-à-dire le personnage, va être le personnage, par exemple, type Sherlock Holmes, c'est vraiment une série qui est définie par son personnage central. C'est-à-dire qu'on voit Sherlock Holmes, on sait qu'on est dans Sherlock Holmes, parce que c'est lui, la figure centrale. Comment on va le traduire dans une narration interactive, comme le jeu vidéo, où l'élément, où le joueur est un élément central, puisqu'il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de jeu. Donc clairement, c'était surtout ça, pour moi, la force d'articuler ces éléments définitoires du monde transmédia en éléments vidéoludiques, c'est-à-dire des éléments de game design. Que ce soit la caméra virtuelle, que ce soit les boucles de gameplay, les boucles de... Enfin, comment on interprète ces boucles de gameplay pour qu'elles fassent sens, etc., etc. Et 14 jeux vidéo, est-ce que vous avez pu observer des inflexions entre j'ai envie de dire, cet ajustement entre mythos, topos, ethos? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des jeux qui font plutôt la part belle au mythos, plutôt la part belle au topos, plutôt la part belle à l'ethos? Est-ce qu'il y a une redistribution comme ça entre vous parliez tout à l'heure d'une série, si j'ose dire, qui a une vingtaine d'années. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez pu observer des inflexions sous cet angle-là? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant l'histoire de cette licence Sherlock Holmes chez Frogwares, il y a aussi eu forcément l'évolution d'un game design. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose dans les années début 2000, on était encore un peu dans le point and click à l'ancienne, c'est-à-dire avec un inventaire, avec un personnage qu'on dirige pour aller là, là, là et là. Et puis forcément, l'univers du jeu vidéo a évolué, donc on est allé aussi vers des choses, on va dire, qui étaient plus cinématographiques, avec de la cinématique, avec ce genre d'éléments. Et du coup, tout ça, il a fallu l'inclure aussi dans la licence, c'est-à-dire que Frogwares ne pouvait pas faire éternellement du point and click classique. Ils étaient obligés à un moment donné de regarder ce que faisaient les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Tiens, on peut, dans les jeux d'aventure, on commence à mettre un scénario, on commence à mettre de la dramaturgie, on commence à mettre... même des gros studios se sont emparés de tout ça, comme par exemple Rockstar qui a fait LA, j'ai un trou de mémoire. LA Noire. LA Noire, voilà, exactement. Ouais, super jeu. Donc en montrant que c'est possible de faire un jeu triple A et un jeu d'enquête et un jeu narratif. Donc forcément, en 20 ans, il y a eu énormément d'hybridation. Le game design, il a évolué petit à petit, et ça, c'est vraiment
je pense c'était intéressant de voir, c'est-à-dire que même si ce n'est pas l'objectif principal, de voir comment euh, un genre va s'enrichir de ce qui se fait à côté de façon périphérique, parce que forcément, il y a toujours des Mm, questions de on prend chez le voisin ce qui mm. fonctionne, puisque ce qui fonctionne, c'est ce qui a été publicité par les joueurs, fatalement. En littérature, ça s'appelle un choc exogène. C'est-à-dire, D'accord. voilà, hein, c'est-à-dire que donc moi pour ceux qui sont là, qui sont arrivés par le raid, etc. Alors bon, évidemment, là c'est vous que je mets en lumière, c'est pas moi, mais simplement ayant travaillé, comme je vous le disais hier soir, quand on faisait notre petite mise au point technique sur la critique génétique et la génétique textuelle, moi mon truc c'est les manuscrits, c'est-à-dire la manière dont le texte va Ouais. se former, se déformer, s'informer, se moduler, pour ensuite devenir texte. Et cette influence des textes des autres, je dis n'importe quoi, on est en train d'écrire un bouquin et puis paf, d'un seul coup, rentrée littéraire 2025, il y a un mec qui sort un truc et paf, en fait c'est le même sujet, c'est le même truc, enfin voilà, on est quand même très emmerdé. Donc on va lire le livre, on va se dire ah bah tiens, ça va pas faire comme ci, ça va pas faire comme ça, et puis finalement mon personnage va changer de nom et puis je vais pas structurer mon texte en chapitres et puis je vais pas. Et bien ça en littérature et en génétique textuelle, ça s'appelle un choc exogène. Et donc c'est la manière dont en fait, parce que on est aussi pris dans un champ disciplinaire ou en tout cas un champ culturel, le fait que d'autres sortent avant nous ou d'une autre manière des éléments ou textuels ou vidéoludiques, etc., voilà, qui sont constitués et qui peuvent nous inspirer ou qui peuvent au contraire venir infléchir ce qu'on est en train de produire, et bien voilà, ça s'appelle comme ça, mais bon, c'était comme ça, je vous disais ça comme ça. Alors, on Oh, c'est avance, intéressant. on avance vers la fin. Après, une petite, Oui, je me permets, oui. le parallèle, il est très intéressant, mais c'est vrai que peut-être la différence avec le jeu vidéo Mm, par rapport à la littérature, c'est que comme c'est une industrie culturelle, enfin, c'est une équipe, on va dire, donc il y a un coût qui est forcément très différent d'écrire mm, un livre, mm, et ça implique aussi un équilibrage entre ce que je voudrais faire et ce que je peux faire en termes mm. de budget. Bien sûr. Donc forcément, par exemple, Frogwares est arrivé très tard avec l'avant-dernier jeu Sherlock Holmes sur l'open world, alors que l'open world c'est quelque chose qui se faisait depuis des années. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas le budget, ou peut-être qu'ils avaient peur aussi de froisser le public, parce que c'est aussi ça, parfois dans des genres comme ça très codifiés, on se dit ok, on a notre public de base, qui est habitué au point and click, s'ils sont arrivés au début de la licence, et comment ils vont réagir si à un moment donné, boum, on met un open world, est-ce qu'ils vont pas se dire c'est une hérésie, un jeu vidéo policier, c'est un jeu avec chambre Un cloisonnée, univers etc. très strict, Donc, oui. Mm, c'est ça, mm, qui impose l'investigation. Donc il y a aussi, je pense, un équilibrage entre le budget qu'on mm, a et ce qu'on voudrait faire, et puis aussi le public, mesurer les attentes, mm, à lui apporter quelque chose de nouveau sans quelque chose qui puisse le mm, frustrer, mm, entre mm, guillemets. mm. Mais Et comme il c'est peut y très avoir en difficile. littérature, à la fin on s'éloigne un petit peu du sujet, mais comme il peut y avoir en littérature aussi une réflexion Bien sûr. ou pas sur la pragmatique. Parce que là, en fait, on s'éloigne cette fois-ci de l'aspect processus pour envisager ce qu'on appelle la pragmatique de tout objet culturel. C'est la manière dont on le reçoit. Vous parliez du joueur tout à l'heure, hein, du joueur Oui. décontenancé par l'univers ou du joueur parfois décontenancé par le fait que trop de cinématiques l'empêchent d'avancer ou l'empêchent d'agir. Hein, il se retrouve simple spectateur, etc. Pour la littérature, on a aussi cette... alors, il y a des écrivains qui se foutent considérablement de leurs lecteurs et qui cherchent à produire et se disent après, une fois que mon texte est produit, advienne que pourra. D'autres qui, au contraire, s'interrogent en effet sur leur lectorat et sur la Oui, fidélité de bien sûr. ce dernier, en effet, en se disant, ben voilà, le prochain texte que je vais produire, si je vais trop loin de mon texte précédent, qu'est-ce qui va se passer ? On arrive, comme je le disais tout à l'heure, aux deux dernières questions. Alors, une fois encore, j'ai un chat extrêmement présent, mais extrêmement silencieux. N'hésitez pas à poser vos questions à Alexis. On est sur la fin de la causerie, hein. Si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment. Moi, alors, je disais 2 questions. Oui, si, j'en ai 2, qui sont en plus des ouvertures, puisqu'évidemment, c'est la conclusion.
Comment voyez-vous évoluer ces hybridations ou cette hybridation entre littérature et jeux vidéo dans les années à venir? Sera-t-on toujours dans un développement en quelque sorte de niche? Va-t-on aller vers un tarissement de ces adaptations ou au contraire vers une ouverture ou une multiplication? Est-ce que vous avez fait une veille à ce sujet et est-ce que d'année en année vous voyez les adaptations d'œuvres littéraires se multiplier ou est-ce qu'au contraire on est dans quelque chose de stable? Difficile, c'est difficile parce que oui, la veille devrait être rigoureuse et se faire sur un temps relativement long Mm. et avoir un échantillage, échantillonnage pardon, conséquent. Euh, je dirais j'ai pas l'impression qu'il y a une évolution Mm. spécifique du moins vers du plus. Euh, mais que par contre j'ai quand même la sensation qu'on reste sur les mêmes emprunts, c'est-à-dire une littérature, soit un folklore qui est très marqué par des mythes et une certaine mythologie, soit par les genres, une littérature de genre et Mm. littéraire, on va dire. Mais c'est vrai que après c'est difficile de parler de niche, par exemple dans les jeux qui ont été le plus vendus dernières années, il y a Wukong. Et Wukong, c'est un jeu qui s'inspire en fait d'un roman chinois extrêmement célèbre, qui est la traversée ou les pérégrinations vers l'ouest, je sais plus, je crois que c'est ça, qui a donné et a inspiré le Dragon Ball pour ceux qui connaissent évidemment. Mais à l'origine, Son Goku, c'est ce roi singe, on va dire, avec toute sa cohorte d'amis. Et bah, le jeu reprend vraiment ce mythe ancestral, donc c'est une adaptation littéraire, et pourtant c'est un jeu qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Donc comme quoi, c'est pas toujours de niche, mais je pense que ça reste quand même circonscrit à certains types de livres et à certains genres. Ouais. Mm. Caton l'aubergiste a une question très intrusive que je vais reformuler qui dit: question directe pour le doctorant, à quoi ressemble la thèse? Est-ce qu'il y a un sommaire? Est-ce qu'il y a des annexes? Et est-ce que le texte sera accessible et sous quelle forme? On n'a pas parlé de date de soutenance. Je ne voulais pas justement tomber dans ce travers en interrogeant un doctorant et lui dire: alors, c'est pour quand? C'est fini? Voilà. Donc là, je vous laisse... Je peux dire, hein. Bon, très bien. Alors dites-le, mais je vous laisse la possibilité de ne pas dire également. Alors, c'est fini? C'est bientôt fini? C'est presque fini? Oui, c'est fini. C'est bon. La thèse est terminée. Elle a été le jury a été constitué. Cool. Donc vous soutenez Le au mois de jury décembre, c'est ça? 25 novembre. Ah, 25 novembre. Très bien. Très exactement. Ok. Et voilà, le jury a eu les thèses. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, on va dire. Mais oui, la thèse, elle est complète. Il y a un sommaire, il y a des annexes. Des annexes qui sont un peu nombreuses parce qu'il y a eu des questionnaires qui ont été diffusés, il y a eu des entretiens qui ont été menés, donc j'ai aussi voulu restituer ça. Et pareil, il y a aussi, alors ça sera plus pratique, on va dire, dans la forme numérique, mais j'ai également, je crois, 2 annexes où il y a des liens vers, on va dire, les bases de données que j'ai constituées, parce que j'ai aussi étudié la partie, on a beaucoup parlé de la partie production, c'est-à-dire comment, du côté développeur, comment on adapte Sherlock Holmes, mais moi, la 3e partie de ma thèse, c'était la réception, comment on reçoit cette thèse. Donc c'était beaucoup plus du côté des joueurs, comment ils ont accueilli ces adaptations par rapport aux jeux vidéo, par rapport au genre du jeu policier, par rapport à Sherlock Holmes, évidemment. Et ça m'intéressait de voir la partie critique, et la partie également ce que les fans pouvaient faire en termes de production. Fanfiction, montage, cosplay, etc. Trop bien. Comment ils s'emparaient de l'univers de Sherlock Holmes. Parce que mon esprit, fallait étudier les 2 versants pour voir un peu comment, en quoi ça consiste en fait adapter une œuvre littéraire. C'est pas simplement je l'adapte, c'est comment elle est reçue. Elle est reçue, ouais, tout à fait. Mais je parlais de pragmatique tout à l'heure. Après, c'est vrai que je pouvais pas poser toutes les questions que je voulais poser. Mais
Alors, si vous voulez bien m'accorder 5 minutes de plus, on peut aller peut-être sur cet aspect-là, parce que là, c'est vraiment la dimension, j'ai envie de dire, sociologique, hein, de votre travail, puisque vous parlez d'entretien, vous parlez d'échange, Hmm. à la fois Ouais. avec des développeurs d'une part et d'autre part avec des joueurs. Est-ce que vous avez cette configuration où le jeu amène à la lecture? Euh, Depuis tout à l'heure, on évoque un glissement qui va en fait de l'œuvre littéraire qu'on connaît ou qu'on connaît, vous savez, selon la manière de comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Ouais. Ouais, non mais c'est ça, enfin voilà, on sait que Conan Doyle existe, on sait que Sherlock Holmes existe, on n'a pas forcément lu les textes et encore moins les romans et les 4 romans et les 56 nouvelles dont on parlait tout à l'heure. De fait, est-ce que le fait de jouer amène le joueur à lire? Est-ce que ça, vous avez posé cette question-là ou pas du tout? Est-ce que ça crée Oui, assez fatalement. de curiosité pour amener à la lecture, ou est-ce qu'au contraire, on se contente de cette interaction, de cette interactivité, et puis c'est tout? Non, en fait, dans les questions, forcément, auprès des fans, auprès des joueurs, il y avait évidemment une partie des questions qui concernaient les liens entre la lecture et le jeu. Et moi, j'ai été étonné de voir que pas mal de personnes ayant répondu au questionnaire étaient un peu des sortes de complétionnistes. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup lu Sherlock Holmes. Ils avaient pas tout lu, mais quasiment tout lu en C'est fou. fait. Donc vraiment beaucoup de nouvelles et naturellement, à un moment donné, comme ils avaient cet intérêt pour Sherlock Holmes, et ben, il fallait aller du côté euh, comment dire, du jeu vidéo, quoi. Mm. Mais l'inverse, il y a également eu des gens qui ont été curieux suite aux jeux vidéo, d'aller lire quelques nouvelles emblématiques. Donc il y a eu quand même ce cheminement-là qui s'est passé chez certains, oui. C'est vrai. C'est une bonne chose du coup. Enfin, je veux dire, Ah oui, je trouve ça chouette parce que ça veut dire qu'il y a un dialogue et que c'est pas seulement un cheminement ou bien j'ai envie sûr. de dire quelque chose d'unilatéral, mais bien quelque chose de dialogal. Je termine avec cette dernière question. Votre chaîne YouTube propose depuis quelque temps, vous l'avez évoqué rapidement, une analyse des Otome Games et alors des mangas jeux vidéo. Donc alors là, moi, je maîtrise absolument rien dans ces genres-là, etc. Mais qu'est-ce que vous apporte votre recherche dans ces objets d'étude et pourquoi sont-ils dignes d'intérêt selon vous? Est-ce que c'est sous l'angle littéraire? Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau genre? Est-ce que c'est justement parce que ils sont à la mode, j'ai envie de dire, sous l'angle vidéoludique? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça apporte de plus à vos recherches? Les mangas, c'est ça? Mm. Déjà, il y a un goût personnel. Ok. Donc on va vers étudier ce qu'on aime, hein, et ce qu'on apprécie forcément. Et puis ça m'intéressait de voir aussi du côté de comment dire, est-ce qu'on classerait ça comme une forme de littérature? En tout cas, il y a une narration séquentielle qui est intéressante où le texte a son intérêt forcément. Et ça m'intéressait de voir aussi, pour étendre un peu la réflexion sur, voilà, non pas simplement une littérature textuelle, mais aussi une littérature graphique et textuelle, comme le manga. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça c'est très tôt. Très tôt, on a eu des adaptations de manga en jeu vidéo. Et ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher aussi, si possible, des mangas qui étaient... Bon, il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres, mais justement certains qui étaient un peu plus... Pas de niche, mais on va dire des choses un peu plus exigeantes, pas des choses Confidentiel. voilà, confidentielles, ou des genres qui sont pas portés sur l'action. Par exemple, il y a Oishimbo, qui est un manga culinaire, mais c'est un manga pas simplement de cuisine, ça parle aussi beaucoup d'une relation père-fils, d'affrontement entre deux visions du Japon et de la cuisine, parce qu'ils doivent constituer chacun le menu idéal, parfait.
Et voilà, c'est un manga que je trouve extrêmement intéressant dans son récit, dans ses personnages, donc des choses qu'on en retrouve en littérature. Et ça m'intéressait de voir comment le jeu vidéo pouvait aussi s'emparer de genres qui, peut-être qu'on a l'impression, sont plus simples, plus facilement adaptables parce que c'est visuel, mais en fait, pas tant que ça. Les Donc, problématiques je trouvais que restent les mêmes. Hein. exactement, exactement. Eh ben, merci beaucoup Alexis Hasler. Alors Caton nous demande, peut-on imaginer d'établir des statistiques sur ce sujet, c'est-à-dire sur les réponses des lecteurs, pas des joueurs, par rapport à leur manière d'appréhender le jeu vidéo Sherlock Holmes? C'était ça ta question, Caton? Avez-vous une dernière question à poser à Alexis? Alors moi, ma dernière question est toujours la suivante. Alexis, est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée et que vous aimeriez que je vous pose? Ou est-ce qu'il y a une frustration dans notre échange? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a une question qu'on vous a jamais posée et que j'aurais dû vous poser ce soir? Et là, comme ça, là, vous me prenez Non, pas surprise, non? ok. Non, Oui, non, c'est vrai c'était que assez c'est... clair et bien. Ok, bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Qu'a-t-on dit je parle de statistiques concernant le nombre de joueurs qui s'intéressent aux livres et ceux qui se contentent des jeux. Oh là là, c'est un biais, c'est tellement orienté cette réponse. Non, on se contente pas. Ouais, on se contente pas des jeux. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme on peut imaginer. Alors, on va pas refaire l'histoire ce soir. La causerie est terminée, mais en fait, on peut imaginer pour des grandes adaptations. Alors, je pense à Harry Potter, je pense à, je sais pas, à Tolkien, etc. Combien de personnes sont passées par le film en se disant bon bah finalement ça me donne envie de lire le livre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans la transmédialité, je trouve c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tous les médiums sont pris en fait à égalité d'une certaine manière, et que c'est simplement l'angle d'approche qui fait que tiens bah voilà, je vais jouer à Sherlock Holmes et puis tiens bah, je me rends compte que Le Chien des Baskerville je l'ai jamais lu alors que j'aurais dû le lire en 5e. Non, c'est quoi, c'est le programme de quoi? Enfin bon bref, et puis paf, ça peut tomber au collège. Ouais, ça peut tomber au collège et puis paf. Enfin voilà, et je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette transmédialité, c'est que ça crée des ponts, ça crée des passerelles et ça crée nécessairement un intérêt assez spécifique, et ça peut créer des intérêts culturels et voilà. Je vous remercie Alexis. Alors oui, merci. Dites-moi. Vous alliez rajouter quelque chose? Oui, juste une information, mais c'est vrai que par exemple dans les entretiens que j'ai réalisés et les sondages, donc les résultats des sondages que j'ai faits, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir parfois, alors évidemment, les points d'entrée dans un univers, ils sont très variés. Il y en a qui viennent du film, et puis qui vont vers le jeu et le livre. Il y en a qui viennent du livre et qui vont vers le jeu, et puis à des moments différents. Donc chronologiquement parlant. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des points d'ancrage. Parfois, on connaît rien de Sherlock Holmes, et puis on a vu un film, et parfois on a lu les nouvelles, et puis on se dit, ah bah tiens. Mais ce qui était aussi intéressant dans les entretiens, c'était de voir que certains avaient, on va dire, ce qu'ils mettaient en scène sur les réseaux sociaux, etc., était très différent de leur approche réelle et leur connaissance réelle de l'univers de fiction. Par exemple, il y a eu plusieurs cas, des personnes qui étaient des complétionnistes, mais qui parlaient de Sherlock Holmes par le truchement, on va dire, du jeu vidéo, Frogwares, et pas nécessairement par les nouvelles de Conan Doyle. Même si ils connaissaient quasiment toutes les nouvelles de Conan Doyle. Donc il y a aussi une question d'identité numérique, qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on met en scène de soi-même et de son propre savoir. Et parfois, on peut être surpris des décorrélations entre ce que je montre sur les réseaux et ce que je connais réellement. Bien sûr. Donc c'est toujours très difficile d'évaluer comme ça statistiquement quand on sait, via des entretiens, que la réalité elle est plus complexe que ça, quoi. C'est ça. On va terminer sur cette phrase. La réalité est plus complexe que ça, en tout cas. Merci pour cette causerie. C'était vraiment Gavard que nous dit qu'il n'a pas posé de questions, mais qu'il s'est régalé.
Merci Ali. J'espère que vous vous êtes régalés tous. Merci pour les nombreux subs et follow là qui sont tous arrivés les uns après les autres. Caton dit bravo pour le travail, hâte de voir la suite. Je pense que tu parles de ma manière de préparer mes causeries, Caton. Merci beaucoup. En effet, non, évidemment, je rigole. On parle bien entendu du travail de fond qu'a produit Alexis. Léo nous dit merci, c'était super. Oui, bah maintenant tu vas te coucher parce que tu as école à 8h, Léo. L'artisan meurtrier, c'était cool. J'ai appris plein de mots grecs. Eh ben, tant mieux. Ici, on apprend plein de mots et même des gros mots quand on joue à des FPS. C'est très bien. Léo, tu as DS en plus à 8h. Bon, allez, bah, c'est dodo maintenant. 21h45, c'est fini parce que j'ai aussi des élèves qui arrivent parfois, des étudiants qui arrivent parfois sur mon chat comme ça, de manière impromptue. Mais je suis très contente que vous ayez passé du temps avec nous ce soir. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci Vous à savez eux. que voilà, je tiens beaucoup à ces causeries et je tiens beaucoup à ces échanges et à ces rencontres. Alexis, merci beaucoup. Évidemment, on pensera Merci à très vous. fort à vous le 25 novembre. Vous allez voir à quel Merci. point la soutenance de thèse, c'est un moment épuisant mais merveilleux. Préparez bien l'après, préparez bien déjà tous les objets d'études qui vont vous occuper après pour éviter ce petit vide qui arrive ensuite et dont on vous a, j'imagine, déjà parlé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous enverrai un petit message demain pour vous remercier encore. Et puis évidemment, je vous souhaite voilà, le meilleur pour la suite. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir.